ou justement un Algérien d'aller consulter un psychologue aujourd'hui. Cette solitude, il voulait réellement partager ses souffrances, sa solitude, ses questionnements, sa quête. Il n'avait pas mieux que d'en parler à un psychologue. Absolument, mais en fait, il fallait aller par gradation. Oui. Donc il fallait d'abord aller vers, en tant qu'homme moderne, vers une médication moderne, donc vers le psychologue. Mais par la suite, lorsque le psychologue n'a pas pu finalement résoudre le problème, c'est le raqi Al-Rasqi en l'occurrence, qui va devoir le prendre en charge. Qui habite un quartier très populaire et très connu à Alger, à savoir les Isères. Hein. Oui, absolument. Très connu. Ainsi, c'est comme ça que l'histoire, j'allais pratiquement dire, commence. La Ruqya de Cervantes, je le rappelle, pour ceux celles qui viendraient tout juste de nous retrouver, c'est aux éditions donc Alpha. Vous le dites à la page 13, plutôt à la page 18. Hein. Votre personnage, comme la plupart des personnages de ceux qu'on est venu présenter à nos téléspectateurs ce soir, sont réellement dans cette, pratiquement dire, cette quête identitaire, mais surtout cet état intermédiaire. C'est réellement ça. Parce que, alors attendez que je retrouve justement la page pour raconter justement et donner envie à ceux qui nous regardent ce soir d'aller acheter votre ouvrage et rentrer un peu dans cette quête spirituelle. Vous dites 30 nuits auparavant, alors qu'il rentrait chez lui, on parle bien sûr de Baraham, avait rencontré celui-ci, un spectre qui lui avait demandé, après son père, d'apprendre l'espagnol et qui, depuis, venait chaque nuit lui rendre visite dans son sommeil, pour lui rappeler d'une insistance menaçante. Arrivé à la grotte de Cervantes, Baraham resta un long moment à contempler les lieux, espérant y trouver une réponse à la singulière situation qu'il vivait. Là, les parois nues et noircies de la grotte restaient silencieuses et le seul écho que Baraham y trouvait était celui de ses propres questionnements. Pourquoi Cervantes le hantait-il? Pourquoi cette étrange demande? Et surtout, pourquoi lui en revient à encore une fois, à cette quête spirituelle? J'ai comme l'impression, Ahmed Ben Seleha, que vous avez utilisé Cervantes pour nous offrir votre roman le plus profond, le plus spirituel, qui justement dialogue et taquine la religion. Oui, mais au-delà de Cervantes, c'est surtout la littérature. Oui. Je voulais un style corsé, mettre en exergue l'importance de la littérature. Et la littérature comme exorcisme finalement, comme catharsis quelque part, oui, de tout ce que nous connaissons comme problème, comme questionnement, comme interrogation. Oui. Tout cela fait que, au-delà de ce que j'ai pu écrire, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve à chaque fois l'éternel humain. L'humain, encore une fois, dans... Il y a la notion de destinée, de tragédie grecque. Vous avez parlé de catharsis et tout, donc c'est important. Oui, exactement. C'est l'incarnation. Don Quichotte est d'ailleurs l'incarnation un peu de cette tragédie grecque, à la recherche d'un rêve. Absolument. Mais relaté en une forme tout à fait moderne, une forme très actuelle. Très actuelle. Tout à fait. Il y a un positionnement de votre part par rapport justement à cette grande histoire. Que le commun accepte de manière Et Cervantes habite, j'allais pratiquement dire, enfin le personnage, oui. À savoir Baraham. Il l'habite, donc il devient Cervantes. Baraham disparaît à un moment donné, oui, hein. Il disparaît complètement. On revient à l'écriture comme échappatoire, oui, encore une fois. Et votre personnage est dans cet état intermédiaire. Et vous parlez encore une fois de religion, d'islam en particulier à la page 18. Vous dites, en islam, il y a un mystérieux état intermédiaire entre la vie et la mort, un lieu, un espace, un temps où on séjourne pendant le sommeil. Et pour les morts, en attendant le jugement dernier, difficilement imaginable, on l'appelait bien sûr le Balzac. Baraham avait l'impression d'y être depuis qu'il s'était rendu à la grotte de Cervantes et qu'à la sortie, près de la plaque commémorative que portait le petit obélisque consacrant le souvenir des années de captivité de l'écrivain à Alger, il avait été brusquement pris d'un malaise qui lui avait fait perdre conscience. Et là, on perd pratiquement Baraham, on perd Cervantes et on va à la rencontre de l'autre personnage qui est quand même un personnage clé dans l'histoire, à savoir le raqi Al-Rasqi. C'est comme ça que vous faites rencontrer justement Cervantes à Al-Rasqi. Mais pourquoi avoir quitté Alger pour aller vers Délice? Puisque Délice, en fait, offrait un cadre beaucoup plus ouvert, beaucoup plus symbolique qu'Alger.
Délices est une ville que je n'ai pu découvrir que durant cet été. Et c'est à partir de cette découverte que je me suis dit pourquoi finalement est-ce que je ne consacrerai pas cette ville comme cadre général d'un récit, d'une histoire. Habitée par beaucoup de saints au passage. Hein. Oui, absolument. Ouais. C'est la ville qui le plus a conservé, je dirais, le souvenir de ces saints, de ces wali salihin. Tout à fait. Et donc, je le disais, c'est une galerie de portraits que vous nous offrez à travers votre roman, la Lorquia de Cervantes. Après, on va à la rencontre. Donc, on quitte Alger, on va vers Délices. Et là, le Lorquia est dans un taxi, il découvre, parce qu'on découvre en toile de fond la ville qui défile, encore une fois, une succession de paysages. Et on s'arrête à un moment donné pour rencontrer qui? On rencontre d'autres personnages qui viennent s'imbriquer à votre histoire. C'est cette femme, encore une fois, qui s'appelle Jazia, l'écrivaine, qui a 33 ans. Le chiffre 33 est très important. Vous en parlez également dans votre ouvrage. Et de ses amoureux. Hein, c'est Yassine et Malek. On est dans une forme de relation triangulaire, pratiquement. Absolument. Mais j'imagine que ceux qui nous regardent doivent réellement se dire, mais que fait une jeune fille écrivain? Elle me rappelle légèrement Ania Meribach, parce qu'elle est jeune, elle est belle, elle est dynamique, elle est intelligente, et elle a surtout une renommée internationale. Oui, absolument. Justement, que vient faire ces personnages au milieu du Lorquia et de Baraham? Mais il fallait raconter une histoire, parce que je vous l'ai dit que tout à l'heure, en début d'émission, ce qui était intéressant pour moi, c'était d'un côté d'exposer, si je puis dire, la théorie du genre romanesque à travers le discours de l'esprit de Cervantes, mais aussi de mettre en pratique cette théorie. Et finalement, il y avait cette idée de couple et de triangle qui nous permettait de découvrir ce que le roman moderne, à travers Don Quichotte, a pu installer, c'est-à-dire une approche polyphonique du récit. Du fait de raconter. Et donc, si vous vous êtes intéressé au personnage, et je présume que c'est le cas, il y a un personnage positif et il y a un personnage négatif. On est dans le yin et le yang, à travers ce... D'une certaine manière, Mais tous les deux tiennent des discours différents. Tout à fait. Et c'est la manière de revenir un peu vers la polyphonie romanesque, où les discours antagonistes peuvent très bien coexister au niveau du même récit, ce qui n'était pas le cas avant Don Quichotte. Et elle revient encore une fois. Don Quichotte, aujourd'hui, à Alger, retour, 400 ans après, je le rappelle encore une fois, un ouvrage pour lequel on a eu un coup de cœur qu'on est venu partager avec vous, la Lorquia de Cervantes. La ville revient encore une fois, belle, jeune, intelligente, hésitante encore une fois entre deux amours, entre Yassine et Malek, l'un est, est poète, et l'autre est sculpteur. Hein. Oui. Ils sont très connus, cela dit en passant. Hein. Et la ville en revient encore une fois. Est-ce que la ville et la vie d'aujourd'hui peuvent permettre à une femme aussi belle d'évoluer? C'est un peu, encore une fois, on revient au questionnement. Vous dites, mais vous parlez bien sûr de Jazia, hein, qui a 33 ans, qui vient de fêter son anniversaire. Elle vient le fêter sur la grande terrasse. On va retrouver un peu plus tard les deux personnages, Lorquia, Cervantes et Baraham. On reste toujours dans cette relation triangulaire au passage. Hein. Mais pouvait-elle être belle dans une cité où l'on vivait à 10 dans une pièce, où la cuvette des toilettes moyennant 2 planches se transformait en douche, une cité où l'eau ne coulait dans les robinets qu'une fois par semaine, une cité où le quotidien était fait de poussière en été et de gadou en hiver, d'échanges, d'insultes obscènes, de blasphèmes et de bagarres, de jeunes désœuvrés, de drogués et de délinquants? Pouvait-elle être belle? Y a-t-il place pour la beauté et l'innocence dans une cité pareille? Grâce à la littérature, oui. Mais est-ce que réellement la littérature a pu sauver votre personnage, Jazia? Parce que Jazia a vécu également, on l'apprend un peu plus tard, mais un viol par cet éboueur. Et elle a tué cette souffrance, ce secret-là en elle. Oui. En l'enfuyant dans sa mémoire, pratiquement. Mais elle a pu quand même l'exorciser à travers l'écriture. Et c'est en cela que son métier est important. Oui. Et à travers non seulement l'écriture, mais aussi à travers le fait qu'elle ait choisi un pseudonyme. Exact. Elle écrit sous un pseudonyme. Tout à fait. Et donc il y a tout un jeu de miroir, je dirais, qui correspond bien à l'idée qu'on se fait d'un roman.
Et on revient au personnage. À défaut de moulin, je marchais seul à la rencontre de moi-même. Au fond de la vie n'est qu'un jeu. Que quand je fus en vue de Sidi al-Harfi, mon cœur sauta de joie et un profond bonheur m'emplit, celui des retrouvailles. Car à travers le sein et son secret, c'était l'amour du prophète que je retrouvais. Je reconnus la petite fenêtre sur le côté sans avoir jamais visité les lieux et au détour devant moi s'ouvrit sous une vigne la porte de Dieu. On revient encore une fois à la quête justement et une forme d'apaisement de vos personnages. Oui, absolument. Vous savez, j'ai eu à découvrir Sidi el-Harfi lors de mon séjour à Délice, et il venait un peu, ce saint venait un peu en écho à un autre saint que j'aime beaucoup, qui est un saint moderne, c'est Sidi Ahmed el-Alawi de Mostaganem. Et Délice a beaucoup de choses en commun avec Mostaganem, et donc il y avait, si vous voulez, tout cet écho spirituel au travers de ces villes très habitées, je dirais, par l'esprit des saints, que j'ai voulu un peu retranscrire dans mon livre. Et puis il y a ce personnage, plutôt ces deux personnages, Rizqi et Cervantes, un long dialogue justement, le Raqi qui veut faire sortir le démon du corps de Brahim, et là c'est les passages du moins les plus succulents du moins pour le grand curieux que je suis. À un moment donné justement, Cervantes parle au Raqi, lui dit tout simplement « Je ne veux pas partir, ma place est ici, dans la littérature, vivant ou mort. » Quelle importance, car rien n'est linéaire, sauf le récit, rien n'est vivant, sauf le roman, rien n'a de sens que ce monde imaginaire. Des livres où chaque trame a un sens, quand même, elle n'en avait pas, et à chaque action s'explique, ou chaque personnage. Regardez-vous, vous vivez sans savoir d'où vous venez, et vous mourrez sans savoir ni comment ni pourquoi. Vous êtes et vous n'êtes pas, car vous ne serez plus. Qui donc se souviendra de vous dans 1000 ans? Et si c'est le cas, vous ne vivrez comme mes personnages dans le monde du souvenir et de l'illusion. Mais en fait, qui est l'illusion? Votre vie ou celle de mon écriture? Tout est illusion. Ça, on revient au questionnement de l'existence et en fin de compte de notre finitude. Absolument. Mais je crois qu'il faut raison garder quelque part. Ce qui retient l'attention dans ces échanges entre le Raqi et Cervantes, c'est qu'ils interviennent au niveau de dimensions tout à fait différentes. Cervantes est au niveau de la littérature, alors que le Raqi s'installe au niveau du réalisme.